Tous les dimanches à 17h30, vous nous retrouvez dans le fauteuil sur twitch.tv/tdactu, une émission qui vous est présentée par unibet.fr, notre partenaire pour les paris en ligne sur la NFL. Et tout de suite, voici un extrait de la dernière émission. Donc on a 4 équipes qui jouaient hier soir. La première rencontre des playoffs, c'était samedi à 22h30 heure française, et elle opposait les Houston Texans, champions de l'AFC Sud, aux Los Angeles Chargers. C'était un match où les Chargers pourtant étaient favoris, Kevin, en tout cas au vu de la dynamique des deux équipes. Et que nenni, victoire des Texans 32-12, et comme le marquait sur le résumé d'Alexandre Lodge, Justin Herbert étouffé avec 4 interceptions lancées par le quarterback des Chargers, soit plus en un match qu'en une seule saison où il n'en a lancé que 3. Ouais, Justin Herbert qu'on attendait de pied ferme dans ce match. Effectivement, les Chargers semblaient favoris sur la dynamique actuelle. Et puis non, finalement, la défense des Texans qui s'est retrouvée bien dans ses baskets au bon moment, et Herbert qui a jamais trouvé la solution, surtout en deuxième mi-temps finalement, où il n'a fait que sombrer. Voilà, surtout en seconde mi-temps, on va refaire un peu le film du match, Kevin, avec une première mi-temps où les Chargers pourtant étaient en train d'être plutôt en pleine forme, hein, dans la lancée de leur fin de saison régulière. Ok, ça conclut pas en zone rouge, mais on se dit qu'avec une bonne dynamique, ça devrait le faire. Et puis, je ne sais pas pourquoi, il y a eu des petites pénalités, des petites erreurs du côté des Chargers, et c'est comme si ils avaient laissé les Texans et surtout la défense s'installer dans la rencontre et mettre ce qu'on appelle peut-être un espèce de faux rythme. Ouais, des Chargers qui ont commencé du bon pied, effectivement, ça fait 6-0, mais ça peut faire aussi 14-0 à tout moment, et c'est pas du tout le même match dans ce cas-là. Mais oui, les Texans, avec notamment Will Anderson, très inspiré, qui ont trouvé les solutions au fur et à mesure que le match avançait. Et en plus, ils ont vraiment puni Justin Herbert, puisqu'avec un pick six, ça fait évidemment très très mal. C'est le pire des scénarios en cas d'interception. Donc ouais, après ça, ils ont finalement jamais trouvé de solution pour marquer des touchdowns à cette équipe. Et ouais, tu le dis très bien, le moment clé, c'est bien le pick six d'Eric Murray, le safety à la fin du troisième quart-temps, hein, qui enfonce, on va dire, les Chargers à ce moment-là. À ce moment-là, en plus, il y avait, il me semble, 13-6 pour les Texans. Et donc, cette interception retournée pour un touchdown qui passe l'écart à 20-6 pour l'équipe des Texans. Et puis, en plus, Justin Herbert, sur l'action d'après, il relance une nouvelle interception sur Derek Stingley, qui a été une nouvelle fois assez énorme sur ce match. La défense de Houston, en plus d'un pass rusher qui était déjà très fort sur le papier, et là, on a l'impression que l'équipe des Texans s'est aussi trouvé un duo de cornerback avec Kamara Lassiter et Derek Stingley, en plus de prometteurs, mais qui sont désormais confirmés. Ouais, Derek Stingley, on le savait, c'était un joueur qui montait vraiment en puissance, une star en devenir, il le confirme dans ce match. Et puis, oui, effectivement, il profite aussi des petites largesses des Chargers, évidemment, on l'a dit, ça manque de talent au niveau des receveurs. Et voilà, ça s'est senti, notamment avec un Quentin Johnston, toujours, avec des mains toujours aussi peu sûres. Ouais, toujours aussi peu sûr, c'est clair, il a utilisé 5 fois, 0 réception. Quentin Johnston. Bon, voilà. L'attaque des Chargers, bon, on va revenir sur l'attaque des Chargers juste après. On va mettre notamment en lumière Ladd McConkey tout à l'heure. Mais on va revenir sur les Texans et cette qualification. Elle a doit évidemment à la défense. Mais qu'est-ce que tu en as pensé de l'attaque? Est-ce que tu as trouvé que c'était convaincant? Est-ce que tu as trouvé un CJ Stroud convaincant? Une nouvelle fois, Nico Collins, une nouvelle fois un receveur numéro 1 et qui assume totalement son rôle. Et un jeu au sol qui avait du mal à se mettre en place. Mais petit à petit, ils ont épuisé cette équipe des Chargers jusqu'à ce que Joe Mixon atteigne le touchdown pour enfoncer cette équipe. Ouais, c'est toujours le même rapport de force qui s'applique en NFL. Plus une attaque passe de temps sur le terrain, et en tout cas plus une défense passe de temps sur le terrain, pardon, et plus elle se fatigue, et ça finit par payer. Ça a été le cas pour Joe Mixon, qui finalement a fait l'essentiel de ses yards dans la deuxième partie du match.
Bon, CJ Stroud, on le sent, cette saison, c'est toujours un peu la même chose. La deuxième saison, celle de la confirmation, est vraiment plus compliquée. Mais bon, ça a suffi parce que voilà, il avait une grosse défense qui l'a beaucoup supporté. Il fait pas un mauvais match, hein, et on a senti aussi que le coach lui donnait plus de liberté au niveau de la course. Il fait quand même 42 yards dans ce match, dont des courses très importantes pour concrétiser des first downs. Donc voilà, ça a joué là-dessus, mais on n'a pas retrouvé non plus le grand CJ Stroud de la saison passée. CJ Stroud, ses statistiques, 22 sur 33, 282 yards, un touchdown, une interception. Joe Mixon, c'est 25 courses, 106 yards, un touchdown. Et donc, Nico Collins, que j'avais cité parmi les meilleurs receveurs peut-être de la ligue déjà, 7 réceptions, 122 yards et un touchdown, dont le touchdown qui permet aux Texans de passer devant juste avant la mi-temps. Et donc, cette attaque des Chargers, Kevin, avec peut-être, non, j'ai envie de dire un receveur numéro 1, désormais qui est établi. Bah non, ce n'est pas Quentin Johnston, vous l'avez sans doute deviné, hein, pour ceux qui écouteront un podcast, mais aussi pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui. C'est Ladd McConkey, un touchdown de 86 yards un peu miraculeux, j'ai envie de dire, et 9 réceptions, 197 yards, un touchdown. Il a battu le record de Puka Nacua, Kevin. Ouais, incroyable, Ad McConkey, qui lui aussi est monté en puissance toute la saison. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt, hein, dans ce corps de receveur, mais quel joueur, encore une fois, quasiment 200 yards, un touchdown. Bon, c'est exceptionnel ce qu'il fait, mais ça montre aussi à quel point ça manque de diversité dans cette attaque. Même un Will Disley qui avait tiré son épingle du jeu ces dernières semaines a été catastrophique. Ouais, voilà, et je sens, pour revenir dessus, sur cette attaque, on a l'impression qu'il y a eu beaucoup de panique du côté des appels de jeu. On a seulement 18 courses pour 32 passes, alors qu'on pensait que l'identité des Chargers, c'était la course. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, Kevin? Ouais, bah on dirait qu'ils ont perdu confiance, ils se sont un peu perdus. J.K. Dobbins, au fur et à mesure que la saison a avancé, et voilà, il y a une blessure qui l'a gêné aussi, mais il a un peu perdu la main. On a la sensation que le coaching staff savait plus trop qui faire courir entre Dobbins et Edwards. Ces résultats des courses, ils ont fait courir personne. Et plus l'écart se creusait, et plus ils étaient tentés de forcer sur la passe parce qu'ils avaient quand même en Justin Herbert un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Mais voilà, il n'est pas dans un bon jour. Will Disley n'était pas vraiment efficace. Quentin Johnston encore moins. Donc c'est sûr que l'étau s'est un peu resserré sur leur plan de jeu. Donc, pour l'avenir, là, les Chargers, et puis ensuite, on va parler des Texans pour l'avenir. C'est quoi les axes d'amélioration? Je pense qu'il faut trouver un receveur numéro 2, on va dire, hein, plus fiable que Quentin Johnston. Qu'est-ce qu'il faut encore pour Jim Harbaugh et son équipe? Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi renforcer une défense? Alors que pourtant, la défense a fait son travail, hein, quand même, hein. Ils ont forcé quand même 4 pertes de balles. Qu'est-ce que tu vois comme axe d'amélioration et la priorité pour l'intercession des Chargers? Ouais, bah côté défensif, c'est quand même très bon. On le sait, de toute façon, avec Jim Harbaugh, c'est toujours ça. C'est toujours une grosse défense et le reste suit. On les attendait presque pas en playoff, ils y sont. Donc il y a quand même de belles satisfactions. Mais je pense que de leur côté, c'est vraiment tout pour les cibles pour Justin Herbert. Trouver un tight end numéro 1, trouver un receveur numéro 2, voire même numéro 3 aussi. Voilà, il faut aider Justin Herbert et Ladd McConkey pour passer un cap. Voilà, il faut les aider. Et une statistique pas très glorieuse, hein, en termes de victoire-défaite pour Justin Herbert en playoff, bah, c'est 0 victoire et 2 défaites. Alors que CJ Stroud, bah, de l'autre côté, bah, c'est 2 victoires et 0 défaite. Une défaite, pardon, désolé, excusez-moi. Une élimination. Donc, pour les Texans, ils vont affronter peut-être les Chiefs ou les Bills, hein, ça dépend, voilà, de ce qu'ils vont, des résultats de tout à l'heure. Mais pour l'avenir, est-ce que le but, ce serait pas de limiter les pertes de balles aussi du côté des Texans en attaque? Parce que là aussi, il y en a eu beaucoup. Oui, bien sûr, hein, c'est un peu le point d'interrogation, hein. Qu'est-ce qu'on doit attendre de CJ Stroud? Est-ce qu'on est plus proche de ce qui s'est passé en sa saison rookie? Est-ce qu'on est plus proche de cette saison? La réponse est probablement entre les deux. Il y a clairement un axe de progression pour lui. Et oui, le point principal d'amélioration, c'est limiter ses pertes de balles, prendre beaucoup plus soin du ballon. On le sait, ça va être plus compliqué. Ce match était ouvert pour eux. Ils l'ont pris. Maintenant, la suite va être beaucoup plus difficile. Ouais, alors après, si la défense maintient ce niveau de jeu, c'est-à-dire à 16 pressions, hein, sur Justin Herbert, parce qu'ils ont totalement mangé cette ligne offensive des Chargers, je pense qu'il y aura peut-être match, mais si l'attaque, on va dire, limite, fait encore des erreurs, pardon, en termes de perte de balles,
ça risque donc d'être compliqué. Voilà donc ce qu'on pouvait dire donc de cette rencontre entre les Texans et les Chargers. Donc une victoire des Texans 32-12. Deuxième rencontre pour ces playoffs hier soir. C'était dans la nuit de samedi à dimanche que j'ai eu la chance de résumer un match qu'on a déjà résumé dans le fauteuil il y a la semaine dernière, hein, il me semble, hein, Kevin. Hein, voilà. Les Ravens contre les Steelers. Kevin, est-ce qu'on fait un copier-coller de ce qu'on s'est dit la semaine dernière? C'est vrai que ça y ressemble quand même énormément. Le score était un petit peu plus large, mais le rapport de force a un peu été le même. Une fois de plus, des Ravens nettement supérieurs aux ces Steelers. Ils savent comment les jouer, ils savent quel plan de jeu appliquer, et finalement, ouais, on a un peu le même match finalement. Comme si les Ravens avaient capitalisé sur ce qu'ils avaient marché et les Steelers n'avaient tout simplement rien appris du dernier match de la saison régulière. Donc, victoire 28-14 de l'équipe des Ravens de Baltimore face aux Steelers. Derrick Henry, il avait fait un match à 186 yards déjà, non, 168, pardon, yards la semaine dernière. Là, c'est un peu plus, 186 yards, mais il ajoute la manière avec 2 touchdowns. Ouais, c'est ça, assez incroyable d'Eric Henry encore sur ce match. On avait la sensation que n'importe n'importe comment il allait prendre le ballon, il allait de toute façon avancer, percer ce premier rideau et prendre 10, 15, 20 yards et plus ses affinités. Voilà, de toute façon, les Steelers ont juste expérimenté ce que tout le monde sait. Si on peut pas stopper Derrick Henry, on peut pas stopper les Ravens. Voilà, exactement. On ne peut pas stopper les Ravens, tu l'as bien dit. Mais non seulement lorsque Derrick Henry ne court pas, c'est parfois Lamar Jackson qui a fait beaucoup d'improvisation, 15 courses, 81 yards. C'est ce que j'ai mis en moment clé, c'est ce touchdown de Justice Hill à 2 secondes de la fin de la mi-temps. À ce moment-là, il y a 14-0. C'est toujours possible de revenir à 14-0, mais là, à 21-0, le match était plié, Kevin. Ouais, il était plié, d'autant que les Ravens récupéraient le ballon tout de suite en début de deuxième Mm. mi-temps. Donc, à tout moment, on passait de 14-0 à 28-0 en quelques minutes. Donc oui, le 21-0 a clairement fait très mal, même si finalement les Steelers sont revenus avec de meilleures intentions et ont réussi un peu à revenir dans ce match. Mais voilà, on n'a jamais vraiment senti une équipe des Steelers capable de renverser la vapeur. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché chez les Steelers de Pittsburgh par rapport à la semaine dernière? Une nouvelle fois, la défense au sol a été très laborieuse, notamment un Patrick Quinn. Bon, là, il enregistre peut-être 10 plaquages, mais Patrick Quinn n'a pas été très bon. Et cette ligne défensive qui n'a mis finalement aucune pression sur Lamar Jackson, est-ce que la défaillance de cette défense a précipité la défaite des hommes de Mike Tomlin? Oui, bien sûr, et c'est une constante dans les dernières semaines. TJ Watt est quelque chose comme 180 snaps défensifs, quelque chose comme ça, sans avoir fait le moindre plaquage, le moindre sac, le moindre ligne de stat quelconque. Donc les Steelers aujourd'hui ne peuvent pas survivre si TJ Watt n'est pas au top de sa forme. Et voilà, il termine la saison avec pas mal de défaites, 6 défaites consécutives, il me semble, quelque chose comme ça. Oui, Donc, 6 défaites consécutives, c'est ça. Ouais, six donc défaites voilà, consécutives, c'est 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 pas trop terrible. et voilà, la défense est clairement le point noir de cette série. Et justement, là, l'attaque, 20 sur 29, 270 yards, 2 touchdowns pour Russell Wilson. Tu l'as dit, ils se sont un peu réveillés en seconde mi-temps en attaquant la profondeur. C'est ce qu'il fallait peut-être faire face à cette défense des Ravens. George Pickens, 5 réceptions, 87 yards, un touchdown. Mais une nouvelle fois, le jeu au sol, Kevin, et on revient là, pour garder le ballon, a été inefficace. 6 courses, 17 yards seulement pour Najee Harris. Euh, qu'est-ce qu'il faudra faire pour améliorer cette attaque? Est-ce qu'il faudra encore plus de cibles aériennes? Est-ce qu'il faudra un jeu au sol un peu plus établi? C'est quoi les axes d'amélioration pour Pittsburgh, en tout cas pour l'attaque? Il faut un peu de tout, hein. On dirait que Russell Wilson a du mal maintenant à prendre une attaque sur ses épaules et à la faire carburer à 100%. Le jeu au sol, Najee Harris, aujourd'hui, est-ce que ça suffit en NFL d'avoir comme running back numéro 1 Najee Harris? La question mérite d'être posée aussi. Mhm. Derrière, en receveur, tu l'as dit, il y a George Pickens, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Pat Freiermuth est passé au travers aussi hier. Donc Mhm. voilà, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Ouais, beaucoup de choses à voir. Surtout que Russell Wilson et Justin Fields vont être en fin de contrat. Najee Harris est en fin de contrat. Donc, il faudra déjà trouver de nouveaux leaders à ces postes-là.
du côté des Steelers. Mais après, l'autre procès que j'ai envie de faire, entre guillemets, c'est Mike Tomlin, l'entraîneur des Steelers. Ça fait, OK, Mike Tomlin, il a un record incroyable, c'est de ne pas avoir fait une saison à moins de victoires que de défaites. Ça, OK, c'est indéniable, c'est très bien. Mais on sent qu'en playoff, depuis beaucoup d'années, il n'arrive pas à passer ce cap qui fait que les Steelers peuvent devenir dangereux et devenir menaçants pour les autres équipes de la conférence américaine. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour Mike Tomlin? Est-ce qu'il faudra de nouveau changer les coordinateurs? Est-ce qu'il faudra qu'il lâche du lest dans la défense? Enfin, c'est quoi aussi les axes d'amélioration en termes de staff? Bah, on dirait qu'il est un peu prisonnier de ce système où finalement, oui, il est en playoff quasiment chaque année, il est en positif chaque année, mais il repasse jamais par cette phase de reconstruction qui permet d'ajouter du sang neuf, d'ajouter de vrais jeunes joueurs, de vrais talents dans cette équipe et finalement d'accepter un 2 3 ans plus difficile pour revenir et là aller titiller vraiment les sommets. Là, on a des Steelers qui finalement sont en train de se complaire dans ce moyen, quoi. Ils vont jamais très très haut, ils descendent jamais très très bas, mais voilà, ça reste. On se qualifie en playoff et on sort au premier tour. Ouais, je sais pas à quelle équipe, par exemple, dans un autre sport auquel je pourrais faire référence, mais tu vois, tu sais qu'ils vont jamais aller plus haut, voilà, comme tu l'as bien dit. Le Stade Rennais en Ligue 1, par exemple. Ça doit être- Ah ouais, pourquoi pas. Ouais. Enfin, ah ouais, mais là, on parle d'une équipe qui sent un peu la loose. Mais ouais, c'est un peu ça. Mais ouais, attention, pour ceux qui sont supporters de Rennes au foot, hein, on ne dit pas que c'est une mauvaise équipe, hein, bien au contraire. Hein. Parce que les Steelers ne sont pas une mauvaise équipe, mais c'est là en fait où j'aimerais insister, c'est que le plancher, il est très bien. Il y a des joueurs confirmés, mais quasiment à toutes les lignes. Mais le potentiel, il est pas là. Il est vraiment pas là. Et tu sens que cette équipe, à un moment, comme McTominay à la fin de saison négative, bah là, on va lui sauter dessus et on lui dira, bah, McTominay, je suis désolé, va falloir du 109 dans cette équipe. Et il y a un gars 35 qui dit la Suisse au foot. Exactement. Bah oui. Tu sais qu'ils vont jamais aller plus haut, mais bon, voilà, c'est comme ça. OK, ils ont fait un run en playoff, mais malheureusement, à force de faire des courses en playoff, il en faut plus peut-être, Kevin, il en faut plus. Ouais, et puis on est quand même à 6 défaites consécutives en playoff pour Mike Tomlin. Alors oui, il est en positif chaque année, mais je suis désolé, c'est pas satisfaisant du tout de sortir au premier tour des playoffs 6 fois de suite. Voilà. Donc, on verra donc pour la suite pour les Steelers. Il faut trouver donc un autre quarterback, peut-être, ou continuer avec Russell Wilson. Il faut trouver un running back numéro un plus établi, peut-être du côté des rookies. Hein, on verra bien pour les Steelers. Mais en tout cas, voilà, les Steelers s'inclinent donc 28-14 face aux Ravens de Baltimore. J'ai oublié de dire un mot sur les Ravens, Kevin, pour terminer. Les Ravens, est-ce que tu penses qu'ils sont maintenant favoris pour aller au Super Bowl pour la conférence américaine? Bon, il y a clairement un groupe de 3 grosses équipes avec les Chiefs, les Bills et donc les Ravens. Bon, clairement, ça se joue entre les trois. Mais les Ravens ont vraiment beaucoup d'arguments. C'est peut-être l'équipe la plus complète des trois finalement. Aussi forte en attaque. Bon, en défense, il y a des petits bémols de temps en temps, mais ils ont quand même beaucoup de bons joueurs aussi. Donc ouais, pour moi, il pourrait avoir l'air du favori numéro 1. Voilà, donc à voir si John Harbaugh donc bah déjà fait mieux que son frère et puis si s'ils y vont bah on espère qu'ils vont cette fois-ci battre leur ennemi, on va dire leur bête noire, c'est-à-dire les Chiefs de Kansas City en divisional round peut-être ou en finale de conférence américaine. Voilà ce qu'on pouvait dire donc de ces deux débriefs des deux premiers matchs des playoffs entre donc les Ravens et les Steelers et puis entre les Texans et les Chargers.